L'idée, c'est de sensibiliser la population âgée à la problématique du cadre de vie, dont on reviendra sur la définition, qui la concerne au premier chef. Il s'agissait de voir quelles étaient les attentes prioritaires des personnes concernées et les inciter à être acteurs de leurs propres décisions. Il s'agissait aussi d'élaborer quelques propositions et de les faire entendre aux responsables et aux instances en charge de ces questions. Hold Up considère qu'il est effectivement de la responsabilité de chacun, responsabilité citoyenne, de penser à son avenir et d'agir pour se faire entendre. Mais pour se faire entendre, il faut avoir des interlocuteurs. Et somme toute, réfléchir à son cadre de vie, c'est penser que la vie ne suit pas toujours une trajectoire linéaire. Le concept qui nous a paru le plus adapté, c'est celui du cadre de vie, parce qu'il impliquait à la fois le logement et les possibilités d'avoir une vie par ailleurs autour. Et puis, il impliquait cette idée d'être acteur de sa vie, parce que quand on reprend l'historique de l'expression, on s'aperçoit que c'est une formule qui est née dans les années 70, dans le prolongement de la pensée d'un grand philosophe de l'époque qui s'appelait Henri Lefebvre, qui avait été un des premiers à penser sur l'habitat. Et sa pensée a été reprise par les mouvements autogestionnaires, le PSU et puis la CFDT de l'époque, qui contestaient la manière dont des technocrates pensaient le mode de vie des gens, en particulier dans la banlieue, en leur imposant une vie en cage dans des barres d'immeubles. Et ce qui a été revendiqué à l'époque, c'est nous voulons décider où on vit, comment on vit, c'est-à-dire avoir notre mot à dire et comment la vie est animée dans notre quartier. Et c'est cette idée-là qui nous a semblé assez proche des préoccupations de Hold Up, avec une connotation politique qui est beaucoup moins forte, mais qui était le vieux est un acteur et un citoyen, il doit décider de son lieu de vie et de la manière dont il vit. L'élaboration du questionnaire, parce que les questions sont vite apparues extrêmement nombreuses, donc il a fallu faire des choix, forcément. Trouver le moyen de la diffusion, donc nous avons décidé de la diffuser uniquement par moyen informatique. Du coup, la rencontre avec la MASFIP a permis d'utiliser à la fois le réseau des adhérents de Hold Up et le réseau des adhérents de la MASFIP, ce qui a permis d'élargir d'un point de vue géographique les interlocuteurs qui ont répondu et permis d'avoir des réponses qui viennent de l'ensemble du territoire national, y compris rural, aussi bien rural qu'urbain. Et ça a été, on l'a vu par la suite, une grande richesse parce que ça nous a permis de toucher beaucoup plus que les adhérents traditionnels de Hold Up qui sont quand même relativement plus limités. Pour un questionnaire qui était en ligne, ça a été un très grand succès. En fait, on a traité 1000 réponses complètes. Venant, comme a dit Pierre, de toute la France. Et pour un questionnaire lancé en ligne, comme ça, sans savoir, on a été quand même très content du succès rencontré. Alors, on l'a complété ensuite par des entretiens. Il y a eu une vingtaine d'entretiens, d'une durée minimum de 1 heure, là aussi, avec des gens qui avaient participé à la première phase et qui devaient approfondir certains points. Et ils nous ont fourni une masse
d'informations extrêmement riches. Et nous avons choisi également 2 thèmes que nous avons soumis à 2 débats, un en Midi-Pyrénées, à Toulouse exactement, et l'autre sur Paris, donc, qui regroupait une douzaine de personnes à chaque fois. Un thème sur quelque chose qu'on n'avait pas vraiment imaginé au départ, mais qui est apparu comme étant une préoccupation, c'est le tri. Le tri de ses affaires personnelles au moment de... Voilà, donc on a eu des réponses très intéressantes. Et l'autre qui était plutôt sur l'intimité, comment on accepte quand on perd un peu d'autonomie ou quand on devient un peu à demander de l'aide, comment on accepte que son intimité soit d'un seul coup pénétrée. On a eu 2 types d'opérations. Il y a une première opération qui a été faite par toutes les questions quantitatives ont été traitées essentiellement par François-Xavier Devetter, qui est professeur à Lille. C'est lui qui a fait le traitement des 1000 questionnaires sur toutes les questions fermées. Et puis, il y a eu les questions ouvertes, et, qui prennent énormément de temps, mais alors les questions ouvertes, plus les entretiens, plus tout ça, ça a été du qualitatif qui a été traité manuellement, quoi, par nous. Et le premier point, mais qui ne fait que confirmer ce qu'on connaît par ailleurs, c'est qu'une très large majorité, plus de 90%, des personnes interrogées. Alors simplement dire que les personnes interrogées, les répondants vont de 60 au plus grand âge, hein, à partir de 60 ans on va dire. Hein. Toutes les personnes interrogées, ou quasiment, disent « je veux rester chez moi ». Parallèlement, un refus, alors ça tient au contexte également de la période où on a posé des questions, un refus strict et catégorique de l'EHPAD. Voilà, c'est 2 points extrêmement essentiels. Après, il y a des tas de choses qui ressortent qu'on n'avait pas forcément imaginées, comme les relations avec les aidants, qu'ils soient professionnels ou familiaux, donc des sujets qui méritent que les décideurs s'approprient ce document pour l'analyser. On a une telle polarisation des réponses sur le domicile d'une part et sur le refus de l'EHPAD d'autre part. On avait proposé d'autres modes d'habitation qui étaient la résidence autonomie, la résidence service, l'accueil, la colocation, enfin. Et là, eh ben, on n'a pas eu de résultat puisque c'est « je veux rester chez moi et je ne veux pas aller en EHPAD ». Donc c'était ça, donc on était un peu coincés. Par contre, sont ressortis des thèmes qui sont très très importants, qui sont, comme le dit Pierre, la question des aides à domicile, il va vous en parler, la question de l'anticipation, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même que je veux rester à domicile, je ne veux pas aller en EHPAD, mais est-ce que vous avez pensé à votre... oh, on verra, je suis trop jeune, ou je suis trop vieux, ou si j'ai mis une salle de bain, j'ai acheté une maison de plein pied plutôt qu'avec un escalier, mais c'est tout. Or, si on n'anticipe pas le vieillissement, quand il se produit des événements, on est mis devant une situation où on n'a plus le choix. Ça, c'est une première chose. Il y a l'aide à domicile, il y a la relation aux enfants, qui est apparue aussi, et puis il y a la question des financements. Ce sont les 4 grands thèmes qui sont ressortis. L'anticipation, il faut absolument que les pouvoirs publics, bon, par exemple, pourquoi pas, on fait des stages
au moment de la retraite. Hein. Pourquoi pas envisager une espèce de piqûre de rappel au bout de 5 ans ou 10 ans de retraite en leur disant: est-ce que vous avez pensé à l'avenir, hein, et leur donner la possibilité d'y réfléchir, etc. Donc il y a ce thème-là qui s'adresse aussi au pouvoir, comment les pouvoirs publics peuvent sensibiliser. Et puis l'autre problème sur lequel les pouvoirs publics doivent réfléchir et trouver des solutions, il y a une contradiction complète entre ce que veulent les pouvoirs publics, c'est-à-dire le maintien à domicile avec un aidant familial, et ce que veulent les personnes âgées, qui font, comme le dit Pierre, une démarcation entre ce qu'ils attendent des enfants et ce qu'ils attendent d'un professionnel. Les enfants, c'est l'affectif, parce qu'on ne veut pas peser sur eux. On ne veut pas. Mais on ne veut pas non plus qu'ils gèrent notre vie. C'est-à-dire, il y a les deux. Hein, c'est cette contradiction. Mais en tous les cas, ça... et puis, on peut demander certaines choses. Par exemple, la toilette intime, ça ne relève pas des enfants. Que ce soit une fille ou un garçon, c'est pareil. On ne veut pas. C'est tout. Donc là, les pouvoirs publics font des campagnes sur le maintien à domicile, le virage domiciliaire, etc., face à une population âgée qui, elle, ne veut pas de cette solution. Voilà. Et là, il y a un vrai problème de sensibilisation des pouvoirs publics. Pierre, et un problème qui, du coup, touche au financement, oui, notamment pour les aides à domicile, les aides professionnelles, c'est un métier qui est même pas dévalorisé, il n'est pas valorisé du tout. Et ils ont une place extrêmement importante. Il y a bien sûr les tâches, disons, ménagères ou de soins qui leur incombent, mais il y a une partie accompagnement et apport social de leur intervention qui est absolument fondamentale. Mais pour ça, il faut que ce soit des gens qui aient une reconnaissance, d'une part pécuniaire, mais en même temps une formation et un travail collectif. Ça veut dire que ça ne peut pas être n'importe qui qu'on embauche en direct comme ça, c'est forcément des structures qui puissent avoir une action de formation et de continuité de l'intervention. Et là, ça rejoint toute la problématique du financement. Aujourd'hui, même s'il y a eu quelques efforts de fait, on est encore à quasiment un tiers en dessous de ce que mériterait la rémunération de ces personnels. Et la formation, bien entendu. Et au-delà, ça renvoie également à un ouvrage qui a été fait par François-Xavier Devetter, où il montre bien à quel point ces métiers sont dévalorisés considérés comme naturels au féminin. Voilà, c'est un peu... et oui, donc ça... Et puis le relationnel qu'attendent aussi les personnes âgées, hein, ben, il faut du temps. On ne peut pas dire à une aide à domicile, bon, de 9h à 9h30 c'est chez Madame Untel, de 9h30 à 10h c'est chez Monsieur Untel. Avec un quart d'heure de déplacement entre les deux. Plus le déplacement, plus il faut faire la cuisine, le ménage, etc. C'est pas possible. Donc c'est, vu le nombre de personnes âgées qui se profilent, vu le fait que ce sont des gens qui n'accepteront pas non plus la situation, nous avons vécu un espèce d'âge où les personnes âgées se culpabilisaient parce qu'on les considérait comme un poids. Hein. Bon, on va vers des générations qui veulent pas de ça et qui vont se montrer beaucoup plus exigeants. Et les pouvoirs publics doivent aussi, les conseils départementaux ne peuvent pas limiter les aides. Je sais bien qu'il y a d'autres préoccupations, etc., mais il faut trouver une solution.
La caractéristique principale de cette enquête, c'est qu'elle n'est pas faite par un ou deux spécialistes de la question, mais qu'elle est faite déjà par des bénévoles. Les gens de Hold Up sont des bénévoles, pas forcément spécialistes de quoi que ce soit d'ailleurs, et que les réponses viennent vraiment du terrain. On est allé collecter chez des gens qui n'étaient pas préparés à ces réponses, qui ont découvert les réponses et qui ont bien voulu accepter. Donc on n'est pas dans un énième rapport, on est dans une contribution de l'ensemble, d'une représentation des citoyens sur le territoire national qui mérite d'être écouté par les pouvoirs publics parce que c'est du vécu. Et puis par les gens aussi, parce que moi je me souviens d'une dame qui disait « Ah ben oui, tiens, il va falloir que je me préoccupe de ça et ça, parce que jusqu'à présent, bon je vais bien, mais on ne sait pas. » L'originalité du guide et sa pertinence, c'est qu'il repose sur des questions. Ce n'est pas un énième catalogue de réponses, ce n'est pas un rapport supplémentaire qui va dire ben, on doit faire ça, on doit faire ça. On considère qu'avec l'anticipation, la responsabilité individuelle est extrêmement importante. Et c'est à chaque citoyen de se saisir en toute responsabilité de son avenir, de la maîtrise de ses choix. Et pour ça, il faut se poser un certain nombre de questions. Et on a bien vu à travers notre enquête que même nous qui semblions être un peu préparés à ça, on a découvert des questions. Donc l'idée, c'est de rassembler dans un guide un certain nombre de questions avec possibilité de plusieurs entrées pour faire en sorte qu'on essaie de poser toutes les questions. Je décide de rester chez moi, mais est-ce que ça va me coûter moins cher que d'aller dans une résidence autonomie? Est-ce que voilà, l'accessibilité à mon logement est parfaite, ainsi de suite. Je décide de changer. Oui, mais je vais prendre quelque chose de plus petit. Comment je fais pour trier mes affaires? À qui je confie le soin de trier les 300 000 photos que j'ai accumulées tout au long de ma vie? Voilà, des choses qui paraissent basiques, mais qui sont des vraies préoccupations qui concernent chaque individu. Voilà. On n'a pas du tout la volonté d'apporter des réponses toutes faites, mais simplement d'inciter chacun à réfléchir et ne pas attendre que, voilà, une hospitalisation brutale, 3 jours d'hôpital, il faut trouver une solution, et c'est la solution EHPAD qui sort. Donc on veut permettre à tout un chacun d'anticiper ses choix et d'affirmer ses choix avant qu'on puisse lui imposer et décider pour lui. Donc c'est ça, l'idée du guide, c'est amener les gens à travers un certain nombre de questions, à s'interroger. Ils peuvent rester chez eux ou ils peuvent aller ailleurs. Bon, est-ce que ça me coûtera moins cher? C'est pas sûr. Voilà, c'est un tas de questions basiques. Quoi. Des questions qui peuvent aussi amener, ce qui est rarement fait, une réflexion avec l'entourage, souvent familial, l'entourage même en couple. Voilà, parce qu'on peut, dans un couple, avoir des positions diamétralement opposées et que ça ne s'exprime pas jusqu'au jour où il y a un sujet. Donc voilà, l'idée, c'est de vulgariser un peu cette réflexion pour qu'on ne se trouve pas au pied d'un mur avec des décisions qui sont forcément brutales et inacceptables. Et chacun répondra ce qu'il voudra. Oui. Et choisira en fonction de ses désirs et ses besoins. Voilà, c'est ça notre idée. Pas forcément. Pas forcément, ils peuvent être complémentaires, mais ils pourront être abordés complètement individuellement. Bon, on pourra se passer du rapport enquête, il n'empêche que dans le rapport enquête, il y a un certain nombre de citations, et encore on en a éliminé pas mal, qui peuvent être utiles au guide, parce que c'est spontané, et donc qui illustre la situation de la personne lambda qui se trouve devant une situation. Bon. Et
on voit bien comment les gens se positionnent en fonction de certaines choses. Bon. Moi, je pense à une dame qui expliquait qu'elle habite une maison mitoyenne avec sa voisine, et sa voisine a 98 ans et doit descendre sur les fesses son escalier. Bon, mais à 98 ans, elle ne veut pas changer. Mais elle aurait changé avant, peut-être que... bon. Et cette dame disait, moi, il faut que je m'en préoccupe, parce que j'ai le même type de logement. Donc, mais on a un tas de situations comme ça, et chacun, en fonction de son logement, son environnement, le fait qu'il ait des enfants, le fait qu'il soit seul, pas seul, etc., tous les éléments doivent être pris en compte. C'est comment bien vieillir, y compris si on a des handicaps. Vieux debout. Vieux debout, enfin... peut-être même vieux assis. Vieux assis et vieux debout. Voilà.